Aujourd'hui, on reçoit Stéphanie Alassonnière, mathématicienne aux multiples casquettes, dont aujourd'hui cofondatrice de Sonio, et Éric Vibert, qui est chirurgien hépatobiliaire à la PHP et qui est aussi fondateur de la chaîne Innovation Bopa. Bonjour à tous les deux. Bonjour Anka. Bonjour Anka. On va aborder un sujet qui fait beaucoup parler puisque de nombreuses startups trébuchent. C'est le passage de l'innovation en labo à l'innovation dans la vraie vie et en l'occurrence à l'hôpital. Comment ça se passe ? Comment on rentre à l'hôpital ? Quels sont les obstacles à connaître ? Pour parler de tout ça, j'ai le plaisir de retrouver Guillaume Laguette. Bonjour Guillaume. Bonjour Anka. Stéphanie, on va commencer par toi avec une première question. Sonio n'est pas né juste d'un algorithme et d'un besoin inventé, c'est né d'un vrai besoin identifié sur le terrain. Est-ce que tu peux nous expliquer comment vous avez identifié ce besoin et qu'est-ce qui s'est passé à partir de là ? Alors, c'est pas nous qui avons identifié le besoin. Le besoin, il est venu de la maternité de Necker, le chef de service Yves Ville et puis deux de ses collègues, Julien Stirnman et Emmanuel Spadiari, sont venus nous voir en nous disant le centre de diagnostic prénatal est engorgé à cause d'un problème de déficience dans le diagnostic. Des parents ont juste besoin d'être rassurés, d'autres ont besoin d'être pris en charge et en fait, tout le monde est traité à pied d'égalité alors qu'on voudrait prioriser. Alors ça, c'est des phrases, pas des maths, c'est pas des équations. Et donc, tout le travail a été de traduire déjà le besoin en une question qu'on pouvait répondre, nous, mathématiciens. Et après, on a recruté un doctorant, Rémi Besson, qui a fait ses 3 ans de thèse. Et l'algorithme, finalement, la méthode, est arrivée en étroite interaction entre leurs besoins et les réponses auxquelles on pouvait essayer de s'attaquer. Enfin, les questions. Et finalement, on a convergé parce qu'il y avait cet échange permanent et cet aller-retour sur ce qu'on pouvait offrir et ce qu'eux avaient besoin. Donc la prochaine question, Eric, est pour vous. Vous êtes souvent sollicité par de nombreuses startups qui viennent avec des technologies innovantes, parfois des technologies qui sont un peu en quête de cas cliniques ou de problèmes à résoudre. Comment vous faites pour, en 5 minutes, savoir si c'est une vraie techno avec un vrai problème ou si c'est plutôt une techno en quête de problème ? En fait, je regarde chez la boîte qui vient me voir s'il y a des vrais docteurs dans la création de la boîte. C'est-à-dire qu'en fait, le sujet, c'est qu'il y a beaucoup d'entreprises qui s'appuient sur des KOL, mais qui sont pas vraiment présents à l'origine du truc. Et en fait, ce qui fait vraiment la différence, c'est la parcimonie avec laquelle les gens qui, devant moi, présentent le projet. C'est-à-dire que s'ils sont capables de m'expliquer en 20 secondes le niveau, au bon niveau, soit c'est pas terriblement compliqué, mais suffisamment quand même pour poser le projet, on sent que le type a bien compris. L'idée, c'est que j'ai besoin de voir si d'abord, derrière, il y a une dimension clinique. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est de savoir si le type qui est en face de moi, qui est souvent pas un docteur, a suffisamment été briefé, a suffisamment bien compris son problème pour être capable de l'expliquer correctement. Voilà. C'est vraiment ça qui fait la différence. Et Stéphanie, vous créez de l'IA, comme vous l'avez dit vous-même. Comment est-ce qu'on fait quand on identifie un problème clinique pour transformer ça en algorithme et en start-up avec une IA ? Alors, quand on a réussi à comprendre quel était le besoin, quelles allaient être les données dont on allait avoir accès, ça, c'est hyper important parce que sans données, on ne fait pas d'apprentissage. Et donc, nous, on avait besoin de savoir si on avait accès à de l'information experte et des données. Et on essaye de détricoter la pelote pour savoir par quel petit sous-problème on peut essayer d'aborder le gros sujet. Et donc là, l'idée, c'était de dire, OK, on va pas répondre à toutes les questions qui sont là, mais si on découpe un peu le problème, la première question à laquelle on peut répondre, ce serait de les aider au cours de l'examen à identifier la prochaine question à poser, quelque chose de complètement dynamique. Donc voilà, il y a 6 orteils au pied gauche. Ça a l'air bénin, sauf que associé à des malformations des reins, je crois. Je suis pas médecin, disclaimer. Associé à une autre malformation quelque part, ça peut être la révélation d'une maladie rare et dont l'espérance de vie est très courte pour le bébé. Et donc, de rentrer dans cette dynamique algorithmique, premier signe d'appel, oui, donc
est-ce qu'il y a ça? Oui, non, est-ce qu'il y a ça? Alors, évidemment, ça paraît simple, on se dit, c'est juste un arbre de décision, sauf que l'environnement est extrêmement incertain. On parle de maladies rares, on parle de maladies sur lesquelles on a très peu d'informations. On sait, sachant la maladie, quelle va être la probabilité de certains phénotypes, mais ce qui fait une maladie rare, c'est la combinaison des phénotypes. Et du coup, c'est une information qu'on n'avait pas, qu'on devait reconstruire. Donc, de nouveau, on passe du problème initial à un problème plus petit qui est l'arbre de décision, mais encore un sous-problème qui est la création de l'environnement. Et petit à petit, comme ça, quand on arrive à détricoter, on arrive à poser les choses simples, à se dire, celui-là, on va l'adresser d'abord et on va résoudre cette brique-là pour poser la brique suivante à côté. Et donc l'algorithme, il vient résoudre une brique L'algorithme, c'est la combinaison finalement de toutes les petites briques successives. Nous, on a eu donc l'apprentissage de l'environnement. Une fois qu'on a appris l'environnement, il y a eu l'arbre de décision, qui n'est pas un arbre de décision déterministe, mais complètement aléatoire, parce que, de nouveau, il y a 2 facteurs. C'est la prévalence de chacune des présentations cliniques et probabilistes, c'est-à-dire il y a X% de chances que ce soit présent, mais X% et pas 100%. Et deuxièmement, on peut avoir la réponse « je ne sais pas ». Le bébé bouge, la maman n'est pas écogène, il y avait plein de raisons pour lesquelles le « je ne sais pas » est aussi à prendre en compte. Et ce n'est pas une information qu'il faut enlever. Donc c'était vraiment quelque chose d'important. Et donc l'algorithme, à la fin, ça a été la concaténation de toutes ces étapes-là. Alors, une question pour vous deux maintenant, peut-être en commençant par Eric. Au-delà de la partie pertinence techno-médicale, l'innovation, c'est aussi une question de culture, des staffs, de l'environnement dans lequel elle va arriver. Qu'est-ce qui fait qu'une innovation va être prise en main par les médecins? Qu'est-ce qui fait qu'elle va pénétrer? Une innovation, ça devient un progrès si ça répond à une problématique clinique claire, c'est-à-dire si l'épidémiologie du problème est suffisamment importante, ou alors si l'impact que ça va avoir entre sauver des vies ou pas, tu vois. Donc c'est vraiment soit c'est une maladie très fréquente, soit ça résout vraiment un problème très grave. Dans mon métier, par exemple, il y a des situations où il y a 15% de mortalité. Si on diminue par 2 ce chiffre, même si ça représente pas des centaines de malades, c'est quand même très important. Donc épidémiologie de la maladie, importance du problème. Et puis l'autre élément, c'est acceptabilité de la solution par les gens qui l'utilisent. Et en fait, ça, c'est un énorme sujet. Il y a plein de technos qui sont très bien sur le papier, mais quand tu les mets dans la vraie vie, en fait, elles sont pas acceptées. Typiquement, moi, j'avais créé un truc à un moment qui est une sorte de boîte noire au bloc opératoire. Bon, c'est bien gentil d'un point de vue conceptuel, mais en pratique, les gens ne veulent pas être surveillés au bloc, parce qu'un bloc opératoire, c'est pas un cockpit d'avion, etc., etc. Donc ça, typiquement, ça démontre quelque chose qui est peut-être bien comme ça théoriquement, mais en pratique, qui ne marche pas, parce que les gens ne l'acceptent pas. Et la dernière chose, c'est que ce soit interopérable. En fait, le problème de fond, c'est qu'il y a des centaines de technos, là, en tous les sens, et puis il y a des structures qui sont des structures hospitalières dans lesquelles il faut être capable de s'articuler, et malheureusement, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas articulables avec ça. Puis la dernière chose, c'est un problème d'environnement et de prix, quoi. Mais pour moi, c'est ça, hein, le progrès, c'est utilité, acceptabilité et interopérabilité, puis le fait que ça soit soutenable économiquement et écologiquement. Et justement, un petit complément sur, vous avez parlé de la boîte noire qui n'était pas forcément un succès. Un succès que vous avez en tête sur l'intégration dans un service rapide? Ecopen. Un autre? Non, je sais qu'il y a, mais c'est vrai, je le pense sincèrement. Ecopen, c'est un succès. C'est une innovation qui a bien marché. Et on l'utilise quotidiennement. Non, des outils de dictée vocale, par exemple en consultation, ça, pour le coup, ça fait gagner beaucoup de temps. Donc, il y avait des trucs comme Dragon, des choses comme ça qui fonctionnaient très bien. Maintenant, il y a beaucoup de choses qui arrivent avec des agents IA en consultation. Ça, c'est des trucs qui se développent à vitesse grand V, parce que ça répond simplement à un problème très clair qui est le fait de taper sur son clavier ou un truc qui s'écrit, qui synthétise, il n'y a pas de faute. Voilà, ça marche très bien. Et puisque Eric me tend la perche et qu'on n'a pas présenté Ecopen, je me permets une digression, Guillaume. Est-ce que pour toi, il y a eu des choses fondamentales dans l'organisation ou la culture des services qui ont fait qu'Ecopen a été plus adopté? En fait, c'est le parfait exemple et contre-exemple à la fois. C'est ça qui est très difficile aussi dans notre quotidien, c'est qu'on a des services pour lesquels la compréhension presque scientifique de l'apport de l'écoclinique, donc il y a plus de 3000 articles qui sont sortis,
voilà, on n'a plus rien à dire entre guillemets sur l'apport médico-éco de l'échographie clinique. Ils le comprennent et à partir de ce moment-là, ça va débloquer tout un tas de choses. Mais néanmoins, on va quand même avoir des freins sur les parcours de formation, etc. Et sur la même techno, exactement la même chose. On va avoir des services qui sont complètement réfractaires, mais parce qu'en fait, ils ne voient pas à quel moment ils doivent avoir le réflexe clinique de l'usage. Et donc la différence avec un outil de dictée vocale qui est à un moment, une étape obligée dans la consulte, en fait, l'échographie clinique, comme beaucoup de dispositifs médicaux, il y a un moment où c'est un réflexe qui doit se créer. Et donc, c'est un changement massif, c'est un écho-stéthoscope, voilà. C'est ça qui est important. C'est-à-dire que moi, Ecopen, on va pas parler d'Ecopen pendant des heures, mais Ecopen, c'est pas un échographe classique. Et donc, en fait, il faut que les gens comprennent que c'est quelque chose qui va te permettre d'aller directement au scanner sans passer par la case échographie classique. C'est un écho-stéthoscope. C'est un truc qui fait pas exactement ce que fait un échographe non plus. Mais c'est un nouvel outil, quoi. C'est un nouvel outil. Voilà. Mais il faut que les gens comprennent. Et vous êtes d'accord avec ça, Stéphanie, trouver le bon moment où l'outil doit s'intégrer à la pratique? Alors, s'intégrer à la pratique, je pense que c'est le truc le plus fondamental. Si ça rajoute quelque chose en plus à faire, c'était pas possible. On l'a vu donc dans Sonio, il y avait une contrainte qui paraît naïve quand on n'est pas dedans, mais dont on s'est aperçu, c'est que l'écran que l'échographiste, donc obstétricien ou sage-femme, a devant lui, c'est le même que celui que la maman et le papa voient. Donc, il peut pas y avoir des trucs qui clignotent. Ah bah tiens, vous avez vu une anomalie, allez voir celle-là. Il fallait que ce soit suffisamment séparé, mais séparé suffisamment sans rajouter une double saisie à la personne qui est en train de faire l'examen. Donc, tout ça, ça a été des problématiques hyper importante pour l'adoption. Parce qu'ils étaient tous convaincus, mais du coup, ils allaient s'en servir après. Sauf que après, c'est trop tard. On peut pas faire revenir la maman en disant « Attendez, il faut que je vous regarde, j'avais oublié. L'arbre de décision, il a dit que je devais aller voir s'il n'y avait pas 6 orteils au pied gauche. » Et donc, je prends cet exemple-là parce que c'est le seul que je connais. Hein. Les autres, j'écorche les noms. Et du coup, cette intégration fluide, non contraignante, c'était vraiment le point majeur d'adoption. Alors, on va s'arrêter là sur la partie s'intégrer à la pratique clinique et résoudre un problème, qui est notre point de départ. Avant de passer à la partie 2 sur comment construire sa crédibilité, je vous propose une petite séquence décalée. On va jouer à « J'ai déjà, j'ai jamais ». Avec Guillaume, on va vous soumettre des affirmations et vous allez nous dire si vous avez déjà ou vous n'avez jamais. Et vous allez nous expliquer pourquoi. Je me suis déjà laissé convaincre par une solution que je savais immature. Ah non. Moi, oui. On vous écoute. Oui, pourquoi ? Parce que je ne veux pas donner le nom de la solution, mais pourquoi ? Parce que je pensais qu'elle allait grandir. Enfin, je savais qu'elle était immature quand je la voyais, mais en fait, j'ai fait confiance à la structure qui me l'apportait en me disant, elle est immature aujourd'hui, mais elle va grandir, elle va le devenir. C'est ça, c'est comme ça que je réfléchis, moi. Je donne toujours une chance au produit. En fait, ce qui compte plus que la tech, c'est les gens qui la portent. Et encore une fois, c'est pas juste c'est le couple entre un CEO, un CTO et des docteurs qui sont vraiment partie prenante. Encore une fois, une épidémiologie, un machin. Oui, donc il y a des trucs qui étaient immatures. Et puis j'ai fait, ouais, je pense que c'est bien, j'y crois, j'y continue. Mais je pense qu'il y a plein de fonds d'investissement qui font ça aussi. Moi, je suis pas investisseur, mais moi, je suis investisseur en temps, quoi, moi. Voilà. Parce que l'équipe, parce qu'ils sont honnêtes, parce qu'ils essayent de faire bien, c'est pas un bullshitome absolu dans la manière de présenter les choses. Ils me parlent pas genre de la DMS et des trucs tu vois, c'est ça le sujet aussi. Ils sont capables de m'allumer l'esprit sur des choses un peu originales. C'est le type qui vient me parler la durée de l'hospitalisation. Enfin, je l'ai entendu 12 millions de fois. Donc maintenant, faut avoir des choses un peu originales. Ouais, très clairement, ouais. Et c'est ça qui m'amuse d'ailleurs. Alors moi, je crois que les gens viennent pas me voir pour ça. Non, mais c'est parce qu'on fait pas le même métier. Voilà. On fait pas le même métier. C'est ça. Moi, c'est normal. Moi, ils viennent me voir parce que je suis dans un écosystème hospitalier. À Bopa, je suis au contact des malades, au contact des docteurs, au contact des infirmières. Donc, ils viennent me voir pour ça. Ils viennent. Mais toi, moi, ce qu'on disait. Toi, tu fais de l'IA pour de vrai, et moi, je l'utilise. Donc, en fait, ils viennent me voir pour voir si c'est utile. Voilà. Mais peut-être qu'il faut que je t'appelle pour te dire, c'est bien ou pas.
Deuxième, j'ai déjà, j'ai jamais. Peut-être en commençant par Eric. J'ai déjà vu une start-up instrumentaliser mon nom. Ah bah si c'était qu'une, ça irait. Ouais, il y en a, ouais, c'est clair. Ouais, beaucoup même. Et du coup, vacciné depuis ? Comment on fait pour... Ouais, non, ça dépend des gens aussi. Si les gens sont sympas ou pas. Moi, en fait, ça dépend du truc. Instrumentaliser mon nom, ouais. Ce qui m'agace, c'est quand on le fait dans mon dos. Genre, j'ai discuté 3 fois avec le bonhomme et il dit ouais, le professeur Vibert trouve que c'est super et compagnie. Je me retrouve sur LinkedIn et compagnie. Ça m'agace beaucoup. Mais ouais, c'est pas bien. C'est pas bien parce qu'ensuite, enfin voilà, ça c'est pas bien. C'est pas une bonne idée ça. Alors, instrumentaliser, moi je pense pas instrumentaliser, je pense qu'on m'a mise comme membre de board, des choses comme ça, alors que j'avais discuté assez peu. Après, j'avais discuté avec eux, je leur avais dit OK, et puis ils sont jamais revenus vers moi pour qu'on aille plus loin dans le conseil scientifique. Donc, mais j'ai remarqué que j'étais toujours membre du board de certaines. Voilà. Alors du coup, je le fais plus parce que sinon, c'est pareil. Hein, sur LinkedIn ou des mails qui m'arrivent, on aimerait bien votre avis sur la techno. Non, j'ai arrêté. Prochaine affirmation, j'ai déjà utilisé une IA non validée ou non autorisée dans mon métier. Ben alors moi, c'est non validé, non autorisé dans mon métier. Comme je suis mathématicienne, c'est pas très grave. Je pense que je peux le faire. Validé pour un mathématicien, il n'y a pas tellement de validation. Donc oui, ça m'arrive d'utiliser et de dire à mes étudiants, tu as un bout de code qui bloque, utilise Gemini pour passer ton bout de code. Je crois qu'encore ce matin, ou hier, c'est ce que j'ai dû dire. J'ai dit, écoute, cette partie-là, t'arrives pas à la débugger, passe par les outils modernes. Oui, mais je ne sais pas ce que je veux dire par IA non validée. Non validée parce qu'elle n'a pas démontré la preuve de son efficacité pour résoudre un problème clinique. Parce que la réponse est oui, parce qu'il y a quand même très très peu des IA qui sont capables de répondre. Enfin, pour lesquelles. Je pense qu'on parle un peu de Shadow AI voilà, et de donc, ce ou alors, genre de choses. Non validé au terme de Shadow AI, en effet. La réponse est oui, indiscutablement. Mais j'espère que je ne vais pas sortir, je vais aller en prison directement. mais oui, mais ce que font 70% des docteurs, hein, d'utiliser différents types d'IA, que ça soit Gemini, ChatGPT, Claude, tout ça pour se poser des questions. Mistral, absolument Mistral. Non, tout à fait. Non, mais t'as raison, Mistral. Souveraineté. Mistral, c'est plus avec le vent, mais oui, la réponse est oui. Ouais, la réponse est oui. Alors maintenant, il y a un truc auquel je suis très attentif quand même, parce que je travaille à l'assistance publique, c'est plutôt de Paris, et c'est que les dossiers de patients se baladent pas dans des clouds n'importe où. Donc avant je faisais pas très attention, maintenant je fais très attention sur tout ce qui se passe actuellement dans le monde, donc je fais vraiment très attention, et en effet, j'espère que Mistral nous apportera tout ce qu'il faut pour faire ça dans de bonnes conditions. Voilà. Donc, je fais plus attention aujourd'hui, c'est sûr. Sur la prochaine question, j'ai déjà découvert une faille dans un produit dont les fondateurs n'étaient pas au courant. Oui, j'ai déjà découvert une faille, c'est-à-dire qu'en fait, ils pensaient, typiquement, le truc dont je parlais tout à l'heure, la boîte noire. Donc, ils pensaient que ça allait être révolutionnaire, que ça allait tout ça. Mais en fait, ça se connectait pas au PAX. Enfin, voilà, il y a plein de choses comme ça. Ils n'avaient pas mesuré. La faille, elle est très fréquemment l'interopérabilité. En fait, ils ne se rendent pas compte de la difficulté qu'il y a à rentrer dans un système. Et c'est pas le système qui va s'adapter. Hein. C'est jamais Orbis qui va changer. Pour ça n'existe pas. Donc, c'est toujours dans l'autre sens. Et l'autre sens, ça marche pas, quoi. Ils n'y arrivent pas. Donc, c'est compliqué. La faille, elle est souvent là. Alors moi, je dirais, je ne sais pas, parce que la faille que j'ai découverte, je ne sais pas si les fondateurs le savaient ou pas. Enfin, la faille, c'est je pense la difficulté d'utilisation et de transposition qu'ils annonçaient qui pouvait couvrir plein de choses. Je pense que le passage à l'échelle allait être compliqué. Mais je ne sais pas si les cofondateurs le savaient ou pas. C'est pas en discutant avec les cofondateurs. Est-ce qu'ils le savent encore ? Je ne sais pas. C'était une due deal pour un fonds d'investissement, et donc je ne sais pas si ils ont eu le résultat de la due deal avec l'explication ou pas. Donc je ne sais pas. Dernière question, j'ai déjà défendu une techno face à des collègues sceptiques. Ah bah tout le temps. Enfin, alors des collègues, pas que des collègues. Des collègues sceptiques, il y en a plein. Moi, je fais de l'IA générative. On a créé des modèles d'IA générative dans le cas complètement à l'opposé
de tout ce qui est en train de se développer, des world models, où il va falloir des millions et des millions de données. Nous, on est sur des petits échantillons, maladies rares, essais cliniques, enfin un truc, voilà. Et donc, on essaye de générer des patients similaires à des patients originaux. Et en fait, tout le monde est très sceptique. Oui, mais alors, c'est pas possible. Regarde, ils sont tous en train de travailler sur... Oui, bon, donc ils sont forcément sceptiques. Je pense que c'est pas les collègues les plus sceptiques, finalement, parce que, étant mathématicienne, j'arrive à mettre les quantifications qui font office de preuve. Enfin, si on sort des chiffres, c'est les régulateurs les plus compliqués à convaincre. Et là, pour le coup, j'ai pas réussi encore. Je pense qu'on peut pas s'arrêter là sur la question des régulateurs. C'est quoi le pivot? Qu'est-ce qui va se passer pour qu'on arrive justement à franchir cette barrière? J'en sais rien. En fait, c'est très difficile. On est en train de s'attaquer donc justement à l'IA générative pour essayer d'aider dans le cadre des essais cliniques à risque de recrutement. Donc prenez un essai clinique. Prenez une maladie rare ou un cancer hyper ciblé et vous voulez faire un essai clinique, il vous faut 100 personnes dans chaque bras. 100 personnes dans chaque bras, si vous avez 12 mois pour l'essai, vous ne les trouverez pas. Donc, ce qu'on propose, nous, c'est de garder les 100 personnes dans le bras traité, puisque c'est ça qui est important, voir ce qui va se passer dans ce bras traité, et de ne recruter qu'une vingtaine, une trentaine de personnes dans le bras contrôle, d'utiliser l'IA générative pour aller augmenter et arriver à 100, en connaissant, alors pas de manière complètement idiote, en connaissant ce qui doit se passer, parce que soit c'est le placebo, et donc en fait on sait ce qui se passe dans la population générale, donc on doit avoir des effets qui sont mesurables au même niveau, soit il y a une phase 4, ou une phase 3 déjà au moins, sur le médicament contrôle. Donc en fait, on n'y va pas à l'aveugle, et on augmenterait en utilisant la connaissance à jour sur le bras contrôle. Donc on est en train d'essayer de proposer quelque chose qui remet en cause fondamentalement l'outil qui, depuis 300 ans, permet d'évaluer et qui n'a pas été changé. Donc, en fait, on est en train de vouloir modifier les modes d'évaluation des médicaments, des dispositifs. Pas tout le temps. Si vous attaquez au diabète de type 2, vous allez les avoir, les patients. Si vous faites de cardiovasculaire, vous allez les avoir, vos patients. Mais si vous tapez sur... là, on est en train de discuter avec l'AFM Téléthon sur l'amyotrophie du chêne. Ça existe, ouais. C'est pour les orteils aussi. C'est plus les orteils, bref. Et ils sont arrivés à recruter 70 enfants. Et c'est énorme déjà, 70 enfants. Et ils peuvent pas plus, parce que la thérapie qu'ils vont donner est chère. Il n'y a pas d'autre alternative. C'est-à-dire que quand on ne donne pas à l'enfant la nouvelle thérapie, en fait, on le laisse se dégrader. Donc, en termes d'éthique, c'est insoutenable. Et donc, l'idée, c'est dans ces cas-là, est-ce qu'on pourrait pas juste adapter la façon d'évaluer pour que l'essai clinique arrive à terme et qu'on ait une chance de faire passer les innovations à l'échelle. Et en fait, quand vous voulez changer le modèle d'évaluation, les évaluateurs, ils ne sont pas tout à fait d'accord. En tout cas, pas pour l'instant. Et ce que je disais, c'est-à-dire que des maladies très rares comme ça, où tu n'as pas les méthodes, c'est ça. C'est-à-dire que tu vois, une innovation qui, justement, va sauver la vie d'un mot, même s'il y en a 70, c'est formidable. Donc, Et donc, en effet, oui, moi, dans mon métier où on traite des tumeurs rares, je le vois tous les jours. C'est-à-dire que quand je carcinome, il y a 2-3 000 malades par an. Donc, c'est très difficile de faire des essais thérapeutiques. Donc, je suis complètement d'accord avec toi. Il faut totalement réinventer la manière de pouvoir démontrer qu'un médicament est utile. Et parce qu'en plus, l'oncologie va extrêmement vite. Donc, tu es toujours en retard sur le truc. Donc, tu as la réponse, mais les traitements ont déjà changé. Et par ailleurs, on a mis des millions en Europe et en France sur médecine de précision. Mieux caractériser les patients, faire des sous-groupes beaucoup plus ciblés pour qu'on réponde mieux sur cette sous-population. Sauf que cette sous-population, si elle est bien ciblée, elle est petite. Et donc faire un essai clinique où on sait que c'est sur cette population-là, donc la phase 2, elle va très bien cibler la population, parce qu'elle va avoir une phase 3 où non. Pour avoir suffisamment de patients et avoir une étude significative, il va falloir augmenter. Donc en fait, on fait de la médecine de précision, on met des millions sur la médecine de précision, et après on évalue en oubliant ce qu'on a fait au début. Donc c'est complètement incohérent. Sans compter que la précision de la médecine de précision augmente aussi. Oui, voilà. C'est-à-dire qu'en fait, le problème, c'est qu'on n'arrête pas d'avoir des nouveaux outils pour mieux caractériser les maladies. Et donc, en fait, chaque fois que tu as un groupe, avant tu avais homme-femme, et maintenant tu en as beaucoup, beaucoup plus. Tu vois. Enfin, je caricature, mais c'est ça le sujet.